Salvador et le Honduras. Alors l'histoire est un peu plus compliquée, mais effectivement on est en Amérique centrale, on a deux États, donc le Salvador et le Honduras, qui sont très proches à tout point de vue. Ils ont énormément d'échanges les uns avec les autres, et à la fin des années 60, ça commence à se tendre un peu. Et puis arrivent les qualifications pour la Coupe du Monde au Mexique. On est en 1969, on est dans la zone CONCACAF, et chacun des deux, donc le Salvador et le Honduras, arrivent en tête de leur groupe respectif, et ils doivent faire une rencontre, un match d'appui. On est à ce moment-là dans la demi-finale pour la Coupe du Monde pour la zone concernée. On est le 8 juin, le Salvador va affronter le Honduras. On est à Tegucigalpa, donc là on est véritablement Honduras. Le Honduras gagne 1-0. Il y a un match retour, et avant que le match retour ne se déroule, la défaite du Salvador commence à agiter le pays. On a une jeune supportrice qui va se suicider d'une balle dans le cœur, elle s'appelle Amelia Bolaños, et ce fait divers-là est récupéré. La tension monte entre les deux États. Mais il est avéré qu'elle se suicide en raison de la défaite du Salvador. Il y a une passion, elle est entretenue par les médias de l'époque, elle est entretenue par le pouvoir de l'époque, et on sent un nationalisme salvadorien qui monte. C'est pareil du côté du Honduras. Arrive le 15 juin, là la tension est vraiment extrême. Le match retour a lieu à San Salvador. Le Salvador bat et écrase le Honduras 3-0, mais à l'époque le goal average compte pas. Et donc il faut jouer un match d'appui. Donc c'est une victoire contre une victoire. Voilà. Il faut jouer un match d'appui sur terrain neutre. On est à ce moment-là. Donc là ça commence vraiment à monter la tension. Voilà. Il y a un premier match, un deuxième match, en plus c'est la belle quoi. Exactement. Ça doit se jouer à Mexico, et au moment où les supporters. Mais c'est juste terrain neutre. Voilà, c'est sur terrain neutre. À ce moment-là, les supporters, en quittant le Salvador, sont pris à partie par des Salvadoriens. La tension monte. Il y a 2 morts. Et donc la tension là monte entre supporters de Honduras et Salvador. Ça débouche sur des blessés. La tension monte entre les deux États. Et ça va se poursuivre. Il y a des problématiques différentes liées à l'occupation du sol au Salvador et au Honduras. On a des expulsions de Salvadoriens qui suivent, et arrive le 26 juin. On dit vous êtes Salvadorien, vous dégagez, on ne veut plus vous voir là quoi. En gros, il faut imaginer que le Salvador envoyait pas mal de Salvadoriens travailler sur les terres du Honduras qui n'étaient pas exploitées. Et donc, il y avait une sorte de ressentiment au Honduras de voir justement des terres qui n'étaient pas exploitées être exploitées par des Salvadoriens. Sauf que les Salvadoriens à ce moment-là n'avaient pas de papier, et que l'État, on est dans des régimes autoritaires à ce moment-là, n'avait pas envie de les régulariser. Donc si on revient à notre histoire du foot, on est le 28 juin 1969, il y a une rupture des relations. De ce grand match là. Voilà. Rupture des relations diplomatiques entre d'un côté le Salvador et l'Honduras, et il y a ce match qui doit se jouer sur terrain neutre. Le match a lieu. Le Salvador va gagner, il va l'emporter 3-2 après prolongation. Tout le monde se dit que ça va s'arrêter là. Il devait être un peu sous tension l'arbitre, non ? C'est clair, mais on est sur un terrain neutre. Sauf que derrière, ça monte encore d'un cran. Le 4 juillet, il y a une rupture claire des relations, et un des officiels finalement salvadorien est tué. C'est le vice. On sait par qui ou... C'est le vice-consul. Ça reste assez flou tout ça. Ouais. Là, la guerre est imminente. Elle va éclater le 14 juillet, et ce qu'on appelle finalement la guerre du football, c'est la guerre des senteurs. Du 14 juillet au 19 juillet, on a un affrontement très intense qui va faire plus de 3000 morts entre le Salvador d'un côté et le Honduras. Le Salvador a attaqué, le Honduras est un peu pris par surprise, c'est une vraie guerre éclair. À ce moment-là, le Honduras... Avec des militaires, hein. Ah oui, avec des gens de la rue qui ont pris des pioches et des... invasion du Honduras par le Salvador. Le Honduras va réussir à utiliser son aviation pour justement arrêter le conflit. Les États-Unis restent tranquillement à ce moment-là, c'est Nixon qui est au pouvoir, à regarder ce qui se passe. Ça se termine le 19 juillet, la tension redescend. À ce moment-là, il y a l'Organisation des États américains, qui est l'OEA, qui va régler ça et essayer finalement de faire sortir le conflit, et de le transformer finalement pour qu'il n'y ait plus d'opposition franche derrière. La cessation des combats met fin à ce qu'on appelle la guerre des senteurs. À ce moment-là, il y a un journaliste qui s'appelle Richard Kapuscinski qui écrit un livre. C'est là justement que vient le nom de la guerre du football. C'est lui qui lui donne ce nom-là. Ça va se populariser. Le livre est écrit, je crois, en 68.
Et ces 3 matchs-là vont rester la guerre en 69, il peut pas avoir écrit le livre en 68. Oui, non, enfin c'est écrit après. Oui. Ouais, voilà. Oui, c'est mieux. Mais il est pas si vieux le bouquin. Il date. Enfin, il est pas. Il est sorti chez Plon, je crois. Oui, une quinzaine d'années. Hein. Ouais, c'est ça. Il a été réédité derrière. Mais tu veux dire que jusque-là, on n'en avait pas beaucoup parlé. C'est qu'avec la sortie de ce livre, c'est un truc régional, quoi. Ouais, qu'on a su réellement. On s'intéresse pas tous les jours au Salvador. Quand on t'explique que c'est la guerre du football, forcément, t'as tendance à regarder un peu plus que si on t'explique qu'il y a une guerre entre le Honduras et le Salvador. Savoir que, par exemple, des matchs ont débouché sur un conflit armé, ça te fait fantasmer. Ça aussi, ça accroît le rôle finalement qu'a le football et ça augmente les responsabilités des joueurs de foot, finalement. C'est incroyable. Voilà. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que cette guerre-là voit le foot n'être qu'un prétexte, une sorte de catalyseur. Le foot est instrumentalisé. Et finalement, à chaque fois que le foot est présenté comme un facteur aggravant, c'est pas le cas. C'est-à-dire que systématiquement, le football n'est qu'un élément du contexte. Sauf que là, comme il y a 3 matchs qui précèdent le conflit, ça va rester dans les mémoires comme cette guerre du football.